L'attention est elle aussi essentielle sur les choses agréables que par rapport aux choses désagréables et douloureuses? Réponse. Vous voyez, nous souhaitons continuer les choses agréables. Revenons-nous avec la mémoire des joies de l'enfance et des plaisirs des fluides d'ailleurs? Ou s'accrochons-nous à ce que nous coulons actuellement? Et nous voulons enfin que les choses ne soient pas agréables. Mais lorsque nous accordons toute notre attention, nous y donnons à la fois l'agréable et le douloureux. Le désir de continuité du plaisir est le début de la souffrance. Pourquoi ne devriez-vous pas terminer le plaisir? Vous voulez que la douleur se termine, mais continuez le plaisir. Et selon le plaisir de l'esprit. Cela rend insensible exactement la douleur. Évitez ce que nous appelons la souffrance et cherchez du plaisir. L'autre chose aboutit à cette inattention particulière de l'esprit paresseux. L'esprit, qui a rencontré de nombreux plaisirs, qui cherche le plaisir et vit dans le plaisir, est un esprit obstrué. C'est aussi celui qui évite la souffrance ou continue de souffrir. Mais voyez, comprendre l'attention totale n'est pas facile. Être conscient, c'est entrer dans une pièce et voir les gens, les dimensions de la pièce, la couleur du tapis, les photos sur le mur. Mais vous ne pouvez pas le faire si vous dites « Oh, je n'aime pas cette photo là-bas. Ah, il y a mon ami. Tellement et sot. Ah, mais je n'aime pas la couleur du tapis. Ah, les dimensions de la pièce ne sont pas très bien fournies, etc., 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 etc. » Si votre esprit bavarde, se divise entre ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, alors vous n'êtes pas au courant. Vous voyez, vous pouvez envisager une fleur borétiquement ou pas le butin. Si nous le considérons botaniquement, il y a toujours une certaine qualité d'attention. Mais nous pouvons également considérer la fleur différemment, c'est-à-dire sans connaissance. N'interprétez pas sans connaissance comme un état d'ignorance. Être sans connaissance est de posséder la sagesse, car la connaissance a la continuité et la sagesse n'a pas. Être attentif implique un état d'attention exonéré de la frontière, de la limite ou de la ligne de division. Nous avons tout observé, tout absorbé, mais cela ne peut pas être fait lorsqu'il y a une raison d'inspirer votre attention. Aussi précieux que cela soit si vous dites « Je serai conscient de mettre fin à mes souffrances ». Dans ce cas, vous n'êtes pas au courant. Essayez-le une fois, si vous le souhaitez, pour considérer pleinement une fleur, un arbre, une entité humaine, pour le considérer sans connaissance, sans réflexion, ce qui ne signifie pas un état d'amnésie, d'avoir un esprit vide. Vous verrez que, lorsque vous considérez oui, il y a un état d'attention extraordinaire qui n'est pas de concentration. La concentration est l'exclusion. L'esprit attentif peut se concentrer sans effort et sans exclusion. Mais l'esprit qui a acquis la faculté de se concentrer par l'effort, la formation et la discipline, cet esprit ne peut jamais être conscient. Question. On peut voir que l'esprit ne peut être vraiment silencieux que pendant environ 30 secondes. Comprenez-vous donc par tranquillité mentale? Réponse. Premièrement, la tranquillité de l'esprit n'est pas un état à réaliser. La personne n'a pas à donner plusieurs étapes pour le joindre et ne peut pas pratiquer un système afin de se taire, parce que cette action disciplinaire ne peut que rendre l'esprit terne. L'esprit qui s'ajuste est l'esprit mort. C'est la première chose à réaliser. L'esprit qui soumet, soit aux dictats de la société, à l'opinion d'un voisin, des dogmes de l'Église ou d'une autre, toute structure autoritaire, ne peut jamais être sensible. Mais cela ne signifie pas qu'il peut désobéir aux policiers. Nous avons affaire à quelque chose de très différent. Nous avons affaire à la soumission pour obéir à l'autorité de la tradition d'un livre, d'un système ou d'une croyance. L'esprit qui subit un modèle, et c'est une forme de discipline, cet esprit n'est pas silencieux, mais seulement insensible. C'est la première chose qu'il doit comprendre profondément. Derrière notre soumission se trouve le désir de sécurité psychologique. L'esprit qui cherche la sécurité ne peut jamais être libre. Et ce n'est que dans la liberté, une liberté psychologique complète, qui peut exister de l'immobilité mentale. Comme nous le voyons, il n'y a pas de mesure pour prendre un esprit silencieux. De plus, vous ne savez pas vraiment quelle est la tranquillité de l'esprit.
Ce qui vous intéresse, c'est seulement d'essayer cet état et de le conserver. Il est donc dit qu'il ne dure pas plus de 30 secondes. Pourquoi durer? Vous voyez, la chose importante pour vous n'est pas la chose elle-même, mais ce qu'elle vous donne. Vous voulez donc savoir comment l'atteindre, et s'il est durable, introduisant ainsi l'élément de temps. Il doit continuer et dure plus de 30 secondes. Le silence qui a une continuité n'est pas le silence. S'il l'atteint au fil du temps, ce n'est pas une sérénité mentale. Et puis nous avons la question de l'observateur et quelque chose observé. S'il y a un expérimentateur de silence, il n'y a pas de silence. Au moment où il dit « je me retrouve dans un état d'humilité extraordinaire », l'humilité est terminée. Pour vous, le silence est un état que vous expérimentez, tout comme vous vivez la faim et que vous voulez conserver cette expérience, vous voulez qu'elle continue. Maître, il y a de la dualité. Vous et ce que vous voulez essayer. Si vous l'examinez profondément, vous constaterez que le silence que vous avez vécu et que vous voulez que cela continue n'est que la reconnaissance de quelque chose déjà fait. Par conséquent, ce n'est plus un silence. C'est peut-être un peu compliqué et nécessite une attention de votre part. Ce que je dis, c'est que le silence ne peut pas être expérimenté. Éprouver le silence est une chose terrible. Qu'est-ce qui suggère cette expérience? Reconnaissance de la chose que vous avez vécue comme silence et qui est la réaction de votre mémoire. La pensée reconnaît le silence. Et le moment pensé reconnaît le silence. Ce n'est plus le silence. C'est quelque chose appartenant au passé qui a donné au présent le nom du silence. Ainsi, pour comprendre ce qu'est le silence, vous devez être libre de la soumission et de la limitation. Libre de l'autorité, sans expérience d'hier qui s'est accumulée. Parce que toutes les expériences qu'il a accumulées sont conditionnées et en même temps conditionnement. Ils appartiennent à passé et renforcer le passé. La résiliation du penseur et de la pensée est également nécessaire en tant que deux entités distinctes, car cette division donne naissance au conflit de dualité. Donc, si vous ne cherchez pas le silence, si aucune expérience ne nécessite, car elle comprend toute la signification de l'expérience, alors peut-être, sans s'en rendre compte, le silence peut venir. Seul l'innocent est silencieux. Atteignant cet état donc dans ce silence, un mouvement extraordinaire, sans aucun observateur observe le moment. Il n'y a que du mouvement. Il n'y a pas d'expérimentateur et il n'y a donc pas d'expérience. Le temps est devenu inexistant. Pour la plupart d'entre nous, ce ne sont que des informations, et donc sans valeur. Ce qui a de la valeur est de réaliser le fait que l'autorité de toutes sortes de destructrices, que ce soit l'autorité de la tradition, que ce soit du sauveur, du maître ou de cet orateur, nous recherchons l'autorité parce que nous voulons la certitude. Nous ne voulons pas faire des erreurs, nous voulons faire ce qui est correct, sûr et respectable. Et un esprit respectable n'est pas seulement un esprit bourgeois et médiocre, mais aussi un esprit insensible et incapable d'être du tout. Lorsqu'il y a toute l'attention, il y a la vertu. Pas une imitation de la vertu, selon la pratique, la société, respectable. La vertu est alors quelque chose de nouveau, qui se réunit tous les jours lorsqu'il se tourne à chaque coin. Si nous voyons les choses telles qu'elles sont, avec toute l'attention, avec la perception sans choix, que se passe-t-il dans les différentes formes d'art, en particulier celles qui se rapportent aux mots? Réponse. La beauté est-elle construite par l'homme? La beauté est-elle une question de capacité ou de goût personnel? Ou la beauté est-elle quelque chose qui transcende la pensée et le sentiment? Quelque chose qui n'a rien à voir avec la capacité, la pente, la sympathie et l'aversion personnelle? Et quel besoin est l'expression? Pouvez-vous exprimer une date en mots sous forme de poésie? Pouvez-vous l'exprimer sur l'écran ou le marbre? Vous pouvez l'exprimer dans la cuisine ou conserver quelqu'un d'autre. Mais quel besoin est l'expression? Je ne dis pas que cela ne devrait pas être exprimé. Vous pouvez exprimer quelque chose, mettre des mots, mais le mot n'est pas la chose. Le symbole n'est jamais le réel. Mais vous exprimez cette chose. Et parce que vous êtes doté de capacité ou de talent, cette expression devient significative. À une valeur vous donne des profits, des applaudissements et popularité. Comme il a dit toute l'attention, il y a une création qui ne peut pas être exprimée dans les mots, les symboles
Et les idées, c'est l'énergie totale. J'ai peut-être le don d'écrire de la poésie, mais comment puis-je définir cette énergie totale, cette chose extraordinaire appelée création? Si vous n'aimez pas la création de mots, choisissez un autre nom. Dieu, chien, tout nom sert. Une personne sans pas. Il y a peut-être cette chose, un mouvement de création, une immensité, une intemporalité. Comment exprimer les mots incommensurables en mots? Et même lorsque nous exprimons, l'expression n'est pas la chose elle-même. Alors, quelle valeur, quelle importance, quelle signification a-t-elle la poésie pour l'homme ou la femme qui a compris toute cette attention? Cette poésie est-elle la nécessité de quitter la maison pour contempler des œuvres d'art, visiter les musées, regarder des concerts? Il comprend. Il est qui a bu à la source de la création. De quoi avez-vous le plus besoin? Mais, pour la plupart d'entre nous, l'art, la poésie ou la musique sont devenus très importants. Nous sommes comme l'assistant d'un match de football pour regarder les joueurs. Peu jouent et des milliers de personnes qui regardent. Cependant, après avoir complètement démêlé la structure psychologique de la société, quelle importance a le mot, la forme, le son, le symbole? Je crains qu'il écoute l'orateur dans l'espoir qu'il vous mette miraculeusement dans cet état où vous mène. Mais une telle chose n'est pas possible. Pour cela, vous devez travailler intensément. Cela nécessite une immense énergie pour écouter correctement. Impose toute votre attention à détruire votre inattention. Et il n'y a aucune distraction d'aucune sorte. Il n'y a aucune distraction à aucun moment pour l'homme attentif. Pour l'homme concentré, il y a toujours une distraction. L'art, bien sûr, a sa propre place, mais elle ne s'arrête pas là. Ce n'est que lorsque vous êtes en mesure de surmonter l'art, pour surmonter la beauté créée par l'homme, alors que vous saurez directement cette beauté inexprimable. Et étant présent cette beauté, rien d'autre n'a besoin pour chercher. Ce matin, nous en discuterons, et il devrait être très clair ce que signifie un débat. Je le considère comme avantageux dans notre échange de mots pour voir le modèle de notre propre pensée. Autrement dit, si nous pouvons nous ouvrir, non pas aux autres, mais à nous-mêmes, et à voir ce que nous sommes vraiment et ce qui se passe intérieurement. Un débat peut être précieux et devrait nous servir de miroir dans lequel nous nous voyons clairement, à fond, sans défiguration, absorbant toute l'image, pas seulement un certain fragment. Il s'agit d'une tâche très difficile, car nous défilions généralement ce que nous voyons, soit parce que nous recherchons du plaisir, soit parce que nous voulons éviter la douleur. Mais dans ce débat, et dans le dimanche suivant, j'espère que nous pourrons contempler notre véritable image. Ce serait malheureux, je pense que si nous n'étions qu'au niveau verbal ou intellectuel. Comment est la tendance de la majorité, au lieu de pénétrer profondément? Parce que, en fait, nous avons la propension à penser fragmentairement, nous faisons rarement quelque chose avec tout notre être. Nous avons travaillé à différents niveaux et non en tant qu'êtres humains totaux, en consacrant intérieurement tout le contenu de vos pensées et de vos sentiments. Voyons donc si nous serons en mesure de surmonter le niveau verbal, l'échange intellectuel, pour enquêter profondément sur l'inconscient. Si nous pouvons le faire, une telle réunion augmentera la valeur. Question. Vous parlez de voir et d'écouter un fait sans défiguration. Peu importe si le fait est agréable ou désagréable. Il s'agit d'un processus d'enquête progressif et donc d'une question de temps ou de perception immédiate. Réponse. Vous voyez, plus la civilisation semble progresser à l'extérieur, la prospérité croissante, le voyage en Lune, l'exploration de Vénus et de Mars, etc., les plus complexes deviennent eux-mêmes des problèmes humains. Je ne me réfère pas aux problèmes de vie à l'extérieur, où vivre, quel travail exercer, combien d'argent vous devrez gagner, etc. Ces choses sont relativement faciles à réglementer et à résoudre. Je me réfère à nos problèmes psychologiques, beaucoup plus nets
et plus profonds. Ou peut-être ont-ils toujours été nets et profonds? Mais seulement maintenant, nous nous en assurons. Certains d'entre nous, ayant réglementé nos circonstances externes plus ou moins commodément, nous tournons peut-être notre attention en nous. Mais j'en doute, comme quoi que ce soit, ces problèmes psychologiques existent, et si cela me permet de dire, nous ne devons pas ajouter un problème de plus à ceux que nous avons déjà, donnant tellement d'importance à ce que cela signifiera voir ou entendre quelque chose sans le défiguration. Entendez simplement ceux qui parlent, mais aussi aux autres, à votre femme, à votre mari, à un oiseau. Voir une fleur, c'est le voir bouti et non pas le butin. Entendre, c'est être conscient de la propagande incessante de l'Église, de l'État, de la presse, de l'annonceur. Il écoute tout cela sans être influencé dans en aucun cas. Presque tous sont facilement influents. Toute notre structure psychologique est basée sur influence, sur la publicité. Nous sommes anglais, catholiques, protestants, américains, hindous, et c'est le résultat de la propagande du millénaire. Nous sommes influencés par la nourriture, l'environnement dans lequel nous vivons, les vêtements, les livres et les journaux que nous lisons. La radio, la télévision, tout nous influence incroyablement. Et cette influence est consciente ou inconsciente. Dans la propagande subliminale, qui vise directement à l'inconscient, sans perception de l'esprit conscient, par une deuxième fraction, se projette à plusieurs reprises à l'écran ou à la vidéo. Une annonce que l'esprit conscient ne perçoit pas, mais est perçue et rappelée par l'inconscient. Lors de sa prochaine visite dans un magasin, le spectateur a tendance à acheter ce qui a été annoncé. En fait, nous résultons de nombreuses influences, et l'intelligence, me semble-t-il, est la faculté qui permet à l'esprit de se faire prendre conscience de toutes les influences, ou du moins de la majorité, et de ouvrir la voie entre elles, sans être emmêlé, sans se déformer, ni les imprégner. Être conscient de l'influence et le secouer avec vous-même, ici, est la véritable essence de l'intelligence. L'important est d'écouter la publicité, d'écouter ce que nous disons maintenant, et de percevoir directement, en soi, le vrai et le faux. Mais cela ne peut pas se conformer à leurs évaluations, leurs goûts et leurs aversions, qui ne sont que de simples réactions de conditionnement culturel. Sans aucun doute, voir le fait tel qu'il est. Et ce voir est immédiat et ne nécessite pas de temps. En général, nous pensons que la compréhension provient lentement d'une évaluation comparative, non? Mais la compréhension est-elle comparative ou progressive ou est-elle immédiate? Soit je comprends quelque chose maintenant ou non, je le comprends absolument. Je peux me dire, je comprendrai progressivement ce que vous dites. Cette compréhension viendra dans le futur au fil du temps. Mais l'avenir apportera-t-il à la compréhension? S'il n'y a plus de modification radicale de mon observation, de ma vision des choses, de mon écoute, de l'avenir apportera. Sinon, secouez immédiatement mon conditionnement, mes préjugés, mes goûts et mes aversions. Ils continueront d'exister demain. Si vous me permettez de dire, je pense que l'esprit paresseux et qu'il a cette idée de gradualité. Elle dit, au fil du temps, je comprendrai, mais pas maintenant. Je ne me réfère pas à l'acquisition de connaissances. Cela nécessite du temps. Maîtriser une langue, étudier les mathématiques, les mécanismes d'apprentissage, etc. Tout nécessite du temps. Mais percevant son empressement, c'est une perception immédiate. Et écouter quelque chose sans défiguration, c'est aussi immédiate. Écoutez non seulement le haut-parleur, mais tout, sans interprétation, sans interférence du processus de pensée automatique. Si vous avez essayé cela, vous devez savoir que c'est beaucoup. Il allait déjà utiliser le mot difficile, mais ce n'est pas difficile, au sens commun du terme. Mais cela nécessite une énergie énorme. Pour vivre avec la laideur, vivre dans une rue laide, sans un seul arbre, voyager par bus quotidiennement, entre le bruit, les exhalations, les saletés d'une grande ville, vivant avec tout cela, et ne pas être corrompu ou insensible. Une grande somme d'énergie est nécessaire. Identiquement,
Vivre avec quelque chose qui est très beau, une montagne, un arbre, un beau visage, sans s'y habituer, exige également une grande énergie. De même, pour écouter, voir sans défiguration, il a besoin de beaucoup d'énergie d'attention. Mais l'attention n'est pas un processus de concentration. De contrôler l'esprit et de le faire aller à chaque fois qu'il se dégage. Ce n'est pas... Absolument. J'espère que, à partir de cela, je n'en fais pas un problème. Si vous devenez un problème, veuillez le déposer de vos mains. Vous savez, Dieu, combien de problèmes nous avons déjà sans ajouter celui-ci de plus. En voyant et en écoutant les faits tels qu'ils sont, une personne peut être en mesure de démêler divers problèmes et complications. Mais derrière tout cela est toujours le désir de cette permanence à laquelle Dieu peut être appelé. Réponse. Je me demande, pourquoi voulons-nous la permanence? Certes, le désir de permanence est une réaction à un conflit. Nous nous voyons dans un état de désir constant et non de désir, d'aller et de venir, d'espoir et de désespoir. Une bataille en nous mène à tout moment et nous voulons un peu de paix, un peu de refuge, un Dieu pour nous donner le reste de cette bataille, pour se remplir et ne pas pouvoir, aimer et ne pas être correspondant et etc. Ainsi, notre désir de permanence est une réaction à un conflit. Nous discuterons plus tard de savoir s'il y a cette chose appelée permanence. Mais d'abord, nous devons voir clairement que nous voulons la permanence, la paix durable, uniquement parce que nous nous trouvons en conflit. Si aucun conflit n'avait à nous, nous ne chercherons pas un état de paix continu. La question est de savoir si l'esprit peut être exempt de tout type de conflit. Est-il possible pour vous et moi d'être totalement exempt de conflit? Ou la vie doit-elle être inévitablement une lutte perpétuelle de la naissance à la mort? Combattre, contradiction, conflit des opposés, si nous admettons que tout est inévitable, le problème, alors, est de savoir comment rendre le conflit plus lisse, aussi spiritualisé que possible. C'est ce que la plupart des civilisations essaient. Nous devons donc voir clairement si nous essayons simplement de spiritualiser le conflit ou si nous voulons l'éliminer complètement. Nous faisons référence aux conflits psychologiques existant en chacun de nous et nous projettent plus tard dans le monde en tant que conflits en groupe, race et nation. Pour moi, la simple spiritualisation du conflit intérieur ne résout pas le problème, car le conflit reste existant et le conflit est toujours destructeur, aussi subtil et spiritualisé qu'il devient, aussi scientifique, sophistiqué, analysé ou rationalisé que nous le faisons. Le conflit rend l'esprit terne, inerte, rend l'esprit incapable de... Cela me semble être assez clair, et plus d'explications. La question est donc de savoir comment nous pouvons être totalement exempts du conflit. Cela ne signifie pas que vous devez rechercher une méthode ou un système, car dans ce cas, vous êtes lié au système et démarrez un nouveau conflit. Le conflit entre ce que c'est et ce qu'il devrait être, est-il possible d'éliminer complètement le conflit? C'est la question. Pour moi, l'élimination du conflit est décidément essentielle. Non pas parce que je suis une personne indolente ou un tempérament inactif, mais parce que je vois ce que le conflit provoque. Extérieurement, on peut très bien voir ce que le conflit implique, concurrence entre les différents groupes commerciaux et politiques, menant des guerres dévastatrices entre cela et ce pays. Et intérieurement, c'est bien pire, car c'est le conflit intérieur qui projette le conflit extérieur. Lorsqu'il y a un conflit intérieur, il y a une tension qui peut déterminer certaines activités artistiques. Cette tension peut-elle s'exprimer dans le surréalisme, ou l'objectivisme ou non l'objectivisme? L'individu peut écrire un livre ou se terminer dans un hospice. Nous avons été éduqués de Young pour la compétition. Nos examens sont compétitifs. Et à l'école, nous cherchons à obtenir de meilleures notes que les autres. Vous connaissez bien le système. Nous avons été créés sur cette base. Psychologiquement, souhaitant toujours plus et nous relancer de nos fonctions pour atteindre la position. Et on peut voir quel conflit fait l'esprit. En effet, cela rend l'esprit vieux, insensible et terne.
L'homme anxieux est toujours en conflit. Vous ne connaissez pas un seul moment de paix. Vous ne saurez jamais ce qu'est l'amour. Et depuis le début, nous sommes encouragés à être ambitieux. Le conflit est fermement enraciné en nous, à différents niveaux, superficiellement et profondément. Mais est-il possible de vivre dans ce monde psychologiquement, et donc à l'extérieur sans conflit d'aucune sorte? Ne dis pas possible ou impossible, parce que vous ne savez pas. Je dis que c'est possible parce que pour moi c'est un fait. Mais pour vous, ce n'est pas un fait. Et vous devez donc le découvrir. Est-il possible d'éliminer le conflit? Pas partiellement ou en petits fragments, mais totalement. Autrement dit, l'esprit peut-il se libérer du passé? Ne pas dire vais-je devenir quelque chose demain? Être libre de conflit implique la sensation complète de la raison, ou de l'intention d'atteindre quelque part, de réaliser la renommée, la vertu, de cultiver l'idéal, de répudier le choléra, afin d'être plus paisible et ainsi de suite. Mais ce n'est pas un simple jeu pour enfants. Cela nécessite une grande somme de compréhension et de perception. Psychologiquement, mettre fin au conflit n'est rien, et la plupart d'entre nous craignent de ne rien faire face. Littéralement, rien. Mais après tout, qu'est-ce que tu es? Quels sont tous les VIP, les personnes très importantes? Prenez les titres, les positions, les décorations, tous ces bujingas, et ils sont réduits à rien. Et ça veut faire semblant que nous, les gens communs, nous essayons également, à bien des égards, de devenir quelque chose. Mais intérieurement, nous ne sommes absolument rien. Pourquoi ne rien être? Ce n'est rien, mais n'essayez pas de le devenir, car cela ne créera qu'un autre problème. Nous avons affaire à une question très sérieuse, et ne pas échanger quelques mots et écouter quelques idées. Être rien implique une énorme méditation intérieure. Une véritable méditation. Mais, pour l'instant, nous ne le traiterons pas. L'important n'est rien à être immédiatement, sans chercher à garder cet état. Parce que si vous n'êtes rien, ce n'est rien. Vous n'avez pas besoin de garder cet état. C'est l'idée qu'elle devrait atteindre ou maintenir un certain état qui génère le conflit. Parce que vous vous revenez à nouveau engagé dans la lutte pour devenir quelque chose. Nous avons ensuite la question qu'il y a quelque chose de permanent. L'important n'est rien à être immédiatement, sans essayer de suivre.